Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va tester un téléphone assez rare et très étrange, puisque la spécificité de ce téléphone que je tiens dans mes mains, eh bien c'est qu'il possède un écran à l'avant, hein, tout ça c'est assez normal, mais il y a aussi un écran qui se trouve à l'arrière, juste ici, et ça c'est quand même un petit peu moins commun. Ce petit engin est totalement introuvable en France, que ce soit dans des magasins classiques comme Darty ou la Fnac, mais aussi en import sur des sites comme Gearbest ou Banggood qui vendent eux-mêmes leurs produits, étant donné qu'il est assez récent mais aussi assez prisé au vu de sa particularité. Mais alors, vous allez me demander comment j'ai fait pour avoir ce téléphone dans mes mains. Eh bien, au début du mois de novembre, j'étais à Shenzhen pendant une petite semaine, la capitale de la technologie, avec son quartier rempli de chinoiseries à tout va, et j'ai réussi à mettre la main sur ce modèle dans un magasin Nubia. Et même là, c'est très compliqué à avoir, déjà car il y en a très peu, mais aussi car les vendeurs sont très vigilants. Car oui, c'était pas simple à acheter vu que ces derniers voulaient que j'ouvre le téléphone carrément devant eux et que je commence à l'utiliser pour prouver que je ne vais pas le revendre neuf dans les bas quartiers de Watchambe, qui est l'un des plus grands marchés où on peut trouver tout et n'importe quoi. Et au final, ils ont fait une photo de moi au cas où je me mette à le revendre dans les rues chinoises pour pouvoir m'identifier. C'est très bizarre. Et maintenant, un magasin Nubia a une photo de moi portant un t-shirt de Stupéflip où il y a quand même écrit bien pensant tous des cons. Celui-là, je portais exactement le même. Je sais pas trop ce que vous pouvez faire de cette information, mais au moins vous l'avez. Bref, une fois vidé de 3300 yuan, ce qui correspond à 420 € environ, me voici ici avec ce téléphone pour vous le présenter. Et honnêtement, je trouve l'idée de l'écran arrière extrêmement intéressante car ça permet d'enlever d'autres éléments du téléphone. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ce téléphone ne possède pas de caméra frontale, ce qui lui permet d'être encore plus borderless que les autres et de ne pas avoir cette horrible encoche qu'on voit partout. Par ailleurs, l'écran arrière ne se voit pas du tout lorsqu'il est éteint. Et si on ne sait pas à l'avance qu'il y a un écran ici, c'est très compliqué de le deviner. Mais bon, ça veut dire qu'on peut plus faire de selfie étant donné qu'il n'y a plus de caméra frontale? Ben non, il suffit de retourner le téléphone et hop, on a de nouveau des caméras frontale. Ouais, et ce téléphone est rempli de bonnes idées comme ça qu'on va voir dans cette vidéo. Commençons par voir ce qui est fourni dans la boîte du téléphone. Tout d'abord, on va retrouver tout ce qui est notice d'utilisation. Bien évidemment en chinois ici, vu que j'ai acheté ça à Shenzhen. On va aussi retrouver le téléphone ainsi que de quoi le recharger et un adaptateur USB-C vers jack, car on est fin 2018 et malheureusement, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, RIP in peace la prise jack. Mais bon, rien d'étonnant dans la boîte. Pour ce qui est caractéristique du téléphone, on se retrouve ici avec un Snapdragon 845, donc l'un des meilleurs du marché actuellement. Une batterie de 3800 mAh, deux capteurs photo arrière avec comme caractéristique pour le premier 16 mégapixels avec une ouverture à 1.8 et pour le second 24 mégapixels avec une ouverture à 1.7. Et n'oublions pas le plus important, pour les écrans, celui de base a une diagonale de 6,26 pouces de technologie AMOLED avec une définition Full HD+, ce qui correspond à du 2280 par 1080. Et quant au second écran, eh bien là la diagonale est de 5,1 pouces et cette fois-ci de technologie OLED pour une résolution HD+, cette fois-ci de 1520 par 720, et vous me direz que c'est normal étant donné que la surface est un petit peu plus petite. Enfin, pour tout ce qui est stockage et mémoire vive, ça dépend des modèles. Le premier modèle possède 64 Go de stockage avec 6 Go de mémoire vive, alors que le modèle suivant possède 128 Go de stockage avec 8 Go de mémoire vive. Rien d'extraordinaire ici, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les téléphones milieu de gamme. On peut aussi voir que le téléphone est armé de deux capteurs d'empreintes placés sur les côtés du téléphone, ce qui donne un look un peu étrange à ce dernier, et ça m'est souvent arrivé de placer mes doigts dessus sans trop le vouloir. Et ça peut paraître pas très important, mais vous allez voir pourquoi c'est un petit peu chiant par la suite. Avec des capteurs placés de cette manière, impossible de déverrouiller le téléphone avec cette technologie lorsqu'il est posé aussi, ce qui rend le tout forcément pas très pratique. Pour la partie système d'exploitation, on est sur du Android 8.1 pour le moment, avec comme surcouche Nubia UI 6.0, et cette dernière est encore une fois une surcouche qui veut ressembler aux iPhones. Pas de tiroir d'application, tout se trouve sur la home, et tout de même pas mal de services préinstallés avec. Bon, je sais pas trop à quoi elles correspondent, hein, vu que j'ai pas non plus appris le chinois en une semaine, mais force est de constater qu'il y en a beaucoup. Pour moi, c'est le même constat qu'avec MIUI. Je pige pas pourquoi les constructeurs veulent absolument avoir une interface qui ressemble à l'iPhone. Mais bref, là c'est mon avis, peut-être que des gens aiment bien, mais bon, si j'achète un téléphone Android, c'est pour avoir Android sur le téléphone quand même, et pas qu'il soit caché. Je veux dire, faut pas en avoir honte. Par contre, qui dit téléphone chinois vendu en Chine, dit téléphone qui ne possède pas les services Google, et donc pas de Play Store de manière native. Bah oui, faut pas oublier que là-bas, Google est banni. D'ailleurs, pour revenir à mon voyage en Chine, c'était bien la galère pour naviguer sur internet, vu qu'il fallait absolument être sous VPN, qui ne marchait d'ailleurs pas tout le temps. C'était vraiment l'horreur et clairement je devais passer 80% de mon temps à essayer de me reconnecter qu'à être réellement connecté aux services occidentaux. Bon, rassurez-vous, il y avait quand même toujours la meilleure application qui était disponible là-bas, puisque TikTok existe aussi en Chine, sauf que ça s'appelle pas comme ça, mais ça s'appelle Douyin. Donc j'ai pu quand même me divertir comme il fallait. Passons à la partie photo. Pour les capteurs, comme dit plus tôt, on en possède deux capteurs arrière et 0 avant, ce
qui permet d'avoir plusieurs modes différents. Et ces deux capteurs vont donc nous servir pour les photos classiques mais aussi pour les selfies en retournant la bête. Mais si on parle des photos en elles-mêmes, elles sont un petit peu en dessous de ce qu'on peut trouver sur cette gamme de téléphones habituellement. Les photos sont un peu fades à mon goût, n'espérez pas faire de jolis clichés en basse lumière et bien sûr le truc est rempli de filtres prédéfinis car les Chinois adorent ça. Par contre, vu qu'on utilise aussi les capteurs principaux pour les selfies, bah ces derniers deviennent un peu plus quali et se donnent même le luxe de pouvoir être fait avec le mode portrait. Ben oui, vu qu'on a accès aux deux capteurs, aucun problème pour faire ce fameux flou d'arrière-plan qui nécessite justement deux capteurs. Mais alors, comment on fait pour passer d'un écran à l'autre? Eh bien c'est très simple, il suffit de presser les deux capteurs d'empreinte en même temps, de retourner le téléphone et hop, l'écran sera interverti avec celui se trouvant de l'autre côté. Pas besoin d'avoir ces empreintes sauvegardées sur le téléphone pour que ça fonctionne. Un ami pourra donc tester cette technologie incroyable sans que vous passiez 3 plombes à sauvegarder ses doigts dans le dit téléphone. Sur le second écran, il est possible de faire tout et n'importe quoi comme sur le premier en fait. Mais après, bah en dehors des selfies, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser le second écran vu qu'il est plus petit et aucune application ne profite réellement des deux écrans pour afficher sur les deux en même temps. Je sais pas, ça aurait été cool de faire quand même quelques trucs grâce à ça, notamment des mini-jeux où chaque joueur ne voit pas la même chose, comme un puissance 4 qui ne serait pas dans le même sens pour les deux joueurs. Ça paraît bête mais ça aurait été rigolo à faire et je pense pas très long. C'est donc ultra pratique pour prendre des selfies car on profite des capteurs arrière du téléphone qui sont en général meilleurs que les capteurs frontaux qu'on peut trouver sur la plupart des smartphones et ainsi profiter des technologies de double capteur aussi pour les selfies. Donc ouais, c'est bien cool pour ça, mais en dehors de ça, bah ce second écran sert pas à grand chose en fait, comme je viens de le dire. Au début je l'utilisais beaucoup étant donné que c'est nouveau et donc je trouvais ça rigolo de switcher toutes les 10 secondes. Mais après, bah c'est plus gênant qu'autre chose car justement on appuie trop facilement sur ces capteurs et le message nous disant de retourner le téléphone apparaît sans cesse. Bon, il faut aussi noter que lorsque l'écran principal est éteint, le secondaire va afficher l'heure de manière permanente avec une image à côté qui peut aussi être animée, comme s'il y avait un gif qui tournait au dos de ton téléphone. Et ça, bah je dois admettre que c'est vraiment la classe, même si forcément ce petit poisson va bouffer un peu plus de batterie qu'un simple affichage d'heure, ça c'est sûr. Pour revenir aux performances, avec ça vous devriez pas avoir trop de problèmes pour jouer aux derniers jeux qui viennent de sortir étant donné qu'on a un Snapdragon 845. Bon après c'est le cas de tous les téléphones milieu de gamme aujourd'hui étant donné que les processeurs sont vraiment devenus des brutes épaisses. Mais c'est toujours bon à rappeler, mais là pareil, ça aurait été cool d'avoir des features avec le double écran, avec par exemple l'inventaire sur le dos du téléphone quand on joue à un RPG. Mais bon, ça voudrait dire qu'il faudrait développer ça uniquement pour ce téléphone. Ce serait une méga galère en somme pour les développeurs. Bon, on peut toujours jouer à son jeu sur l'écran arrière, mais quel est l'intérêt de faire ça? Bah y en a pas, peut-être de jouer sur un écran plus petit avec une moins bonne résolution, mais c'est tout, et il faudra qu'on m'explique pourquoi quelqu'un aurait envie de faire ça. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, pas de Play Store, donc va falloir galérer un peu pour pouvoir installer ses jeux préférés. C'est pour ça que je peux pas vous en montrer des masses malheureusement. Finalement, ce téléphone a un concept très intéressant, mais qui peut paraître vraiment trop overkill pour juste une fonctionnalité qui sont les selfies. Et vu que personnellement je suis pas le genre de personne à faire un selfie toutes les 3 minutes, bah j'en ai pas vraiment l'utilité. Et vous alors, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution pour avoir du vrai borderless? Ou alors que c'est réellement overkill et qu'il est préférable de garder l'encoche encore aujourd'hui le temps de trouver une meilleure idée? Eh bien n'hésitez pas à le dire sur la fiche en haut à droite de l'écran qui vient d'apparaître juste là. Personnellement je trouve ça assez intéressant, mais ça donne quand même cette impression de prendre quelque chose de vraiment trop perfectionné pour une simple tâche. C'est comme si j'allumais une clope avec mon lance-flamme à ce niveau-là. Mais néanmoins, force est de constater que, encore une fois, le fait d'avoir un vrai borderless, c'est vraiment la classe. Donc peut-être que c'est pas la bonne solution pour enlever l'encoche aujourd'hui, mais par contre, il faut enlever l'encoche, ça c'est une certitude. C'est pas le seul par ailleurs à essayer de le faire, puisqu'on a aussi le Oppo Find X qui n'en possède pas, mais ici c'est grâce à une caméra qui se rétracte lorsqu'elle n'est pas utilisée. Mais pareil, les contraintes sont que c'est par exemple plus facilement cassable. Bref, il faut trouver une solution autre. Comme je vous l'ai dit, ce téléphone ne se trouve pas du tout, ni en France en magasin, ni en import sur des sites classiques aujourd'hui, au vu du fait qu'il soit très récent. Mais on peut tout de même le trouver sur AliExpress actuellement au prix de 550 € pour la version 64 Go et 6 Go de mémoire vive, et 600 € pour la version du dessus, avec 128 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. Le truc, c'est qu'ici ce n'est pas AliExpress qui vend le téléphone, mais un particulier, comme sur tout le site en fait, si vous vous rappelez de ma vidéo qui explique le fonctionnement des sites d'import. Donc à vos risques et périls si vous achetez ça là-bas. Mais bon, si vous vous sentez
chanceux aujourd'hui, vous pouvez toujours tenter avec le lien qui se trouve dans la description. Mais je me porte pas garant du tout. Alors moi de mon côté, comme j'ai dit, je l'ai payé 3300 yuan, ce qui fait à peu près 420 € après conversion. Mais je pense que s'il est vendu un jour en France, on le retrouvera autour des 500 € dans nos magasins. Ce qui reste vraiment très intéressant pour ce qu'il y a dans la bécane. C'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix vu qu'il possède quelques défauts au vu de sa conception, mais pour un téléphone avec deux écrans, bah je pense qu'il y a pas mieux. En même temps, c'est le seul, donc pas difficile d'être le meilleur. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu de l'amour et de venir me suivre sur Twitter et Instagram. Avec le mois de décembre qui arrive, en plus, va y avoir énormément de concours. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum pour faire découvrir ce téléphone très insolite que vous ne verrez nulle part ailleurs en France. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!